On a été évidemment très déçus du résultat de l'appel qui a été lancé par le professeur Pellerin, enfin plus exactement par son avocat, qui est commis par l'État, il faut le savoir, qui demandait prescription pour tous les faits et non-lieu général. Alors la prescription des faits, ça par contre il l'a pas obtenu, mais il a obtenu le non-lieu général. En fait, il était le seul à être mis en examen pour tromperie aggravée depuis 2006. Mais il avait refusé de se présenter pratiquement à toutes les convocations de la justice et on l'a empêché parce que je pense que lui aurait bien aimé parler, mais on l'a empêché en fait de s'expliquer sur ce qu'il avait fait en 86, ce qui fait que le dossier de ce côté-là n'a pas beaucoup avancé depuis 2006, mais il avait abouti à sa mise en examen pour tromperie aggravée. Bon, là-dessus, la juge de la cour d'appel a statué et c'est vrai que quand le procès a eu lieu, la séance a eu lieu, c'était fin mars, c'était en plein Fukushima, on s'était dit il y aura un effet Fukushima. En gros, plus rien ne sera comme avant et ce procès, cette séance arrive juste à bon point. Et donc on avait un grand espoir qu'il y ait quand même quelque chose. Bon, notre déception, elle a été quand même sur place, et là, Chantal Loire s'en souviendra longtemps comme moi, c'est on est convoqué comme plaignant au palais de justice, et en fait, on est refoulé à 150-200 mètres du palais de justice, donc on ne peut pas y pénétrer, alors qu'on a une convocation en bonne et due forme, et on est repoussé par les CRS qui encerclent le palais de justice de Paris, donc de l'autre côté du pont de la Seine, et il faisait en plus une pluie battante ce jour-là. Bon, c'était pas marrant du tout. Donc ça a été déjà la douche froide, c'est le cas de le dire. Et là, on s'est dit, il n'y aura peut-être pas d'effet Fukushima. Bon, on a laissé la juge réfléchir tout l'été, et donc le jugement a été rendu donc en septembre, comme on s'y attendait. Mais par contre, pas de surprise, oui, il y a non-lieu général, et ça, évidemment, c'est choquant parce que il y a au moins une tromperie aggravée sur la marchandise, puisque le professeur Pellerin a bien été responsable de l'information à l'époque, et qu'il n'a pas donné l'information sur la consommation des produits qui étaient contaminés. Mieux, il a signé des documents, et là c'est dans le dossier, disant que ces produits étaient consommables sans restriction, alors que les résultats des mesures montraient clairement qu'ils dépassaient très très largement les normes européennes et françaises, puisque la France disait officiellement appliquer les normes européennes. Donc, au moins pour ça, le professeur Pellerin, c'est peut-être pas la cour d'assises, mais c'est au moins la correctionnelle. Bon, eh bien non, il n'y aura pas tout ça. Par contre, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est quand on a reçu les attendus de la juge, c'est-à-dire l'argumentaire, le considérant. En gros, il y en a une centaine de pages, donc ça se lit pas facilement, mais les conclusions, c'est 6 pages, et ça, on voit dans les conclusions que la juge, ça nous a beaucoup surpris, a appuyé tout son argumentaire en défendant Pellerin. C'est-à-dire que si on s'attendait, nous, à ce que la juge dise, bon, M. Pellerin est accusé de ça par les parties civiles, mais il a répondu que si, etc., et il y a qu'elle prenne, je dirais, des arguments dans les deux parties, l'accusation et la défense. Et qu'à la fin, de toute façon, c'est elle qui juge. Bon, ça, on le savait très bien. Mais il y aurait une certaine, je dirais, courtoisie ou, je sais pas, diplomatie à prendre en compte dans son argumentaire les arguments des uns et des autres. Or, c'est là où c'est troublant. C'est que la juge, elle n'a pris en compte que les arguments de Pellerin. Ces arguments ont été démolis dans le cadre du dossier. Certains ont été démolis dans le cadre du dossier. On ne peut donc pas considérer que c'est la vérité vraie, puisqu'il y a un pour, un contre. Eh bien, la juge n'a pris dans ses considérants que la parole de Pellerin,
Et à la limite, on pourrait dire, mais c'est M. Pellerin qui a rédigé, en fait, ce document. C'est pas la première fois il l'a déjà fait plusieurs fois, de rédiger des documents pour l'Académie des sciences, pour d'autres structures, pour le Conseil d'État. Donc, nous, ça nous a sidéré que la juge, en fait, sans aucune précaution, ne prenne que les arguments de M. Pellerin. Et du coup, ça nous mobilise plus pour aller en cassation. On voulait de toute façon y aller. Mais là, je dis, il y a quand même quelque part un vice de forme et peut-être de fond. Comment la juge ne peut retenir dans ses argumentaires que un des points de vue, et pas les deux. C'est comme si elle avait ignoré complètement tous les éléments que l'accusation a mis sur la table, et qui, eux, ont été prouvés. Il y a des pièces qui montrent clairement tout ça. Et là, quelque part, je me dis, mais elle a péché par excès de confiance, ou M. Pellerin a péché par excès de confiance, et peut-être qu'en cassation, on pourra peut-être obtenir gain de cause. Je n'en sais rien. De toute façon, nous, on ne lâchera pas. On ira au besoin jusqu'à l'Europe. Et pour aller à l'Europe, il faut passer par la Cour de cassation. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, il fallait y aller. Mais on a des arguments plus solides, je dirais, avec le dossier remis par la juge en public, là. Et quelles seront les dates, les délais par rapport à cette cassation? Alors, en cassation, nous, on estime que le dossier n'est pas terminé. En gros, la juge a été suspendue du dossier au mois de janvier, alors qu'il y a des expertises qui sont en cours. Donc, il y a des tas de choses qui ne sont pas terminées. Certes, ça fait 10 ans qu'elle travaille, la juge, et on peut se dire, mais bon, si elle n'a rien trouvé en 10 ans, c'est pas maintenant qu'elle va sortir la lumière. Sauf que, il faut savoir, c'est qu'elle a eu beaucoup de bâtons dans les roues pour travailler. Donc c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup avancé. Mais il y a des choses qu'elle a commandées, des expertises qu'elle a commandées et qui ne sont pas terminées. Donc ça, c'est quand même, je dirais, pas normal d'arrêter une instruction alors qu'il y a des pièces qui vont arriver dans le dossier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous, sur lequel on voulait argumenter, justement, c'est que la juge, elle n'a pas eu les mains libres pour faire le travail. Nous, on estime, et on a des arguments, que l'État a auto-organisé sa défense en bloquant tout un tas d'initiatives de la juge, mais pas seulement de la juge, de plein d'autres gens, pour empêcher que la vérité sorte. Je vais prendre un exemple. Sur la Corse, puisqu'on a beaucoup focalisé sur la Corse, pourquoi? Parce que c'est un exemple un peu symbolique. Corse, beaucoup touché par la radioactivité, peu d'habitants, etc., etc. Donc il y avait quelque chose. Et puis les élus qui se mobilisent depuis longtemps. Eh bien, depuis 25 ans, tout le monde en Corse, tous les élus, les médecins, les responsables associatifs, demande l'ouverture d'un registre des cancers sur la Corse. Ça permettrait, des cancers de la thyroïde, pardon, sur la Corse. Ça permettrait, je dirais, de donner des outils à la justice pour aller chercher la vérité. Or, l'État a tout fait, a tout empêché pour que ce registre s'ouvre. Ce qui fait qu'au bout, on est 25 ans après Tchernobyl, on n'a toujours pas de registre des cancers sur la Corse, des cancers de la thyroïde, je précise bien, sur la Corse. Qui fait que pour trouver la vérité, c'est drôlement difficile. Il se trouve qu'on a une chance en Corse, c'est qu'on avait un endocrinologue, un seul, sur toute la Corse, un médecin, qui a un fichier très, très complet, et sur lequel les experts ont commencé à travailler. Mais le travail n'est pas terminé. Et malheureusement, on n'ira pas au bout. C'est pour ça que nous, on estime qu'il faut réouvrir ce dossier, pour que le travail aille au bout. Et en cas de décès du docteur Pellerin, est-ce que les poursuites s'éteindraient? Alors, je ne suis pas juriste, donc je ne sais pas. Nous, on estime, et ça a été bien, on l'a bien compris dans le discours du professeur Pellerin quand on l'a rencontré, on l'a rencontré quand on l'a
par le biais de la justice, je dirais, dans ses argumentaires, c'est qu'il n'était pas tout seul. Il avait des responsables au-dessus. C'était pas un électron libre. Toutes ces initiatives, il les a prises de concert avec les hauts responsables politiques de l'époque. Et donc, je pense, sans avoir certitude, que si quelque part on l'a empêché de parler, c'est pour pas que les responsabilités remontent plus haut. On en est resté à la responsabilité du professeur Pellerin. Parce que si on veut remonter plus haut, ça s'appelle la Cour de justice de la République, mais vous savez bien qu'on ne peut pas frapper à la Cour de justice de la République sans qu'il y ait eu, je dirais, les premières marches franchies, c'est-à-dire un procès en correctionnel, voire en cour d'assises, derrière, pour arriver à la Cour de justice de la République. Or, je pense que les responsables politiques, de tous bords, ne veulent pas qu'on remonte au plus haut niveau. Ils ne veulent pas un nouveau scandale qui éclabousserait la classe politique. Il ne faut pas oublier qu'en 86, on était en cohabitation. Il y avait la droite au pouvoir et la présidence à gauche. Et beaucoup de gens qui étaient aux manettes à l'époque sont encore à certaines manettes aujourd'hui. Donc tous ces gens-là, ils ne veulent pas qu'on ressorte ces histoires-là. Or, la responsabilité du professeur Pellerin, elle est certaine. Mais il n'a pas pu agir tout seul. Et c'est ça qu'on on sait qu'il y a des responsabilités au-delà, sauf que pour aller au-delà, il faut passer par la case professeur Pellerin. Et la situation actuelle au Japon, est-ce qu'on peut établir maintenant un parallèle avec ce qui s'est passé à Tchernobyl, avec cette décision de faire revenir des populations sur des territoires contaminés? Oui, ce qu'on voit au Japon, malheureusement, nous rappelle beaucoup de Tchernobyl. On voit bien qu'on n'a pas tiré les leçons de Tchernobyl. Pas du tout. Les autorités japonaises étaient très mal préparées. Bon, elles avaient mal anticipé l'accident dans leur installation nucléaire. Bon, ça c'est un premier point. Mal protégées, défaut de sûreté, défaut, etc. Malfaçon, on ne met pas des groupes électrogènes dans des fosses en dessous du niveau du sol. On sait très bien, s'il y a de l'eau, ils sont noyés. Bon, il n'y a même pas besoin d'un tsunami pour ça. Donc, mauvaise préparation, mais ensuite, mauvaise gestion de l'accident. Et là, on est 6 mois après, et il y a des gens qui vivent en zone contaminée et qui n'arrivent pas à obtenir leur évacuation. On est pareil que dans la zone 300 km autour de Tchernobyl. Et que sait-on exactement des coriums? Alors actuellement, le cœur du réacteur, alors le cœur, quand on parle du cœur, il faut préciser, la première chose qu'ils font dans le cœur, c'est les structures internes, c'est-à-dire le zirconium, les gaines, les grilles, les embouts, etc. Parce que c'est un métal qui se déforme assez rapidement, à quelques centaines de degrés. Mais ça permet de faire tomber les pastilles d'uranium au fond de la cuve, qui elles ne fondent qu'à plus haute température, et à 1500, 2000 degrés à peu près. Et là, vous avez ce qu'on appelle le corium, c'est-à-dire c'est effectivement les pastilles d'uranium fondues en fusion, qui elles sont capables alors cette fois de faire fondre la ferraille de la cuve dans laquelle elle repose, même d'attaquer le béton. Et il semblerait que le corium soit au niveau du béton aujourd'hui. Il semblerait. D'accord, mais personne n'a d'informations qui permettent de dire que les cuves sont percées, tout du moins sur les 3 premiers réacteurs. Non, personne, mais y compris TEPCO, c'est leur grand problème d'ailleurs, c'est qu'ils sont en aveugle par rapport à ça, dans la mesure où ils ne peuvent pas rentrer dans les bâtiments. Et la piscine du numéro 4? On n'en parle plus de cette piscine, il semblerait que les choses se soient calmées de ce côté-là, j'espère. Mais apparemment, il y avait moins de problèmes sur la piscine. Il paraît, moi je ne sais pas. Peut-être que tout ça va se réveiller demain. Parce que là, ces jours, les Japonais découvrent qu'à nouveau, il y a des productions d'hydrogène dans les bâtiments des réacteurs. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que il y a à nouveau fabrication d'hydrogène et qui peut péter avec l'oxygène. Il peut encore y avoir des explosions. C'est pas fini l'accident, c'est pas fini. Et la CRIRAD, où est-ce qu'elle en est d'essayer de récupérer les mesures et analyses qui ont été faites par des organismes internationaux? Alors nous, on
a lancé une pétition, on continue d'interpeller les destinataires de ces résultats, c'est-à-dire les États et les structures des États, c'est-à-dire comme le CEA en France, Commissariat à l'énergie atomique, ou l'Organisation mondiale de la santé, ou l'AIEA. Enfin, il y a un certain nombre d'organismes internationaux qui sont destinataires, mais ils refusent toujours de donner ces résultats. Donc nous, on continue la pétition qu'on a lancée au mois de fin avril. On est à 100 000 signatures, et pour maintenir la pression, parce qu'on estime tout à fait scandaleux que des appareillages très perfectionnés, répartis aux quatre coins de la planète, qui sont donc, pour mesurer la radioactivité dans l'air, qui sont des outils très performants, fassent des mesures et que ces mesures ne soient pas rendues publiques. Alors c'est vrai qu'au départ, ces installations, elles ont été mises en place pour surveiller les essais nucléaires aériens. Évidemment, dans les années 60, on n'imaginait pas Tchernobyl, on n'imaginait pas Fukushima. Il se trouve qu'il y a eu Tchernobyl et Fukushima. Bon, depuis, autant s'en servir de ces instruments puisqu'ils sont en place, pour aussi informer, non pas sur les essais, aussi sur les essais nucléaires, mais aussi sur les accidents ou les catastrophes civiles. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Roland Desbordes. Et donc, on lance un appel à tous les auditeurs de Radio Anguin et au-delà, vu que nous sommes diffusés sur Internet, à apporter leur concours et à envoyer des moyens à la CRIRAD pour continuer ces combats essentiels. Voilà, surtout que il y a des gens au Japon maintenant qui ont créé l'équivalent de la CRIRAD. Ce sont des citoyens comme nous, à la CRIRAD au départ, on était des simples citoyens. Là, ce sont des simples citoyens qui, avec l'aide de la CRIRAD, c'est vrai, mais ont trouvé un local, ont trouvé de l'argent, ont acheté du matériel. Nous, on les a formés, informés et formés, mais ils volent déjà de leurs propres ailes. Ils sont extrêmement dynamiques et c'est remarquable le boulot qu'ils font. Dans la région de Fukushima, évidemment, c'est là où il y a le plus besoin. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Et à une prochaine fois. Au revoir. À une prochaine fois. Au revoir.